Salut l'équipe, Urgence, Grey's Anatomy, Doctor House, les playoffs NBA. Et oui, les séries médicales ont toujours autant de succès. Car oui, cette année, les playoffs NBA sont bien arrangés du côté des séries médicales. Dans cette 74e saison, les scénaristes ont décidé de mettre les blessures au cœur de l'intrigue, ce qui nous promet une fin épique à la Breaking Bad. James Harden, Anthony Davis, Jaylen Brown, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Trae Young et désormais Giannis Antetokounmpo, casting XXL dans l'ambulance. Voir autant de casses, c'est du jamais vu. On se croirait même sur une étape du Tour de France en Bretagne avec autant de gars au tapis. Pourtant, depuis le début des playoffs, je n'ai pas vu cette drôle de dame dans les salles NBA brandir cette pancarte allée au piomi. Curieux. La route est longue jusqu'au titre, je le sais, vous le savez, mais cette année, en plus de l'adversité, il faudra savoir éviter les pièges à loups en retombant sur le parquet. Même les arbitres s'y mettent et provoquent des entorses. C'est quoi la prochaine étape? Ouvrir des trappes à tigres, comme dans Gladiator? On sait très bien que les blessures font partie du jeu, mais cette année, pour gagner, le jeu sera surtout de ne plus se blesser. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et Chris Paul va disputer ses premières finales. Bravo. J'en ai presque les larmes à l'œil. C'est forcément un événement, Chris Paul en finale NBA. Et donc pour en parler avec moi, Thomas et Thomas. Comment ça va les garçons? Ça va super. Bravo Chris Paul. Au top. Voilà. Au top? Au top du top. Je Non, viens attends, du Portugal, là je suis bien. Voilà, Hier on a fait un ouais, petit ouais. basket, c'est bien passé. C'est ce que j'allais dire. On te veut aussi tranchant que tu l'as été hier. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le traumatisme que Thomas Laroukis nous a créé hier. On a repris le basket hier sur un 3-3 au Stade Français. Et honnêtement, j'ai mal dormi. Parce que tu nous as cassé la gueule, que ça soit moi, Thomas Dufan ou Paul Harrer. Tu nous as rarement fourni comme ça, espèce de bâtard. Ah bon? Et j'ai mal dormi. J'ai pas remarqué. Et moi. ce matin, j'ai envoyé un message à Tom, j'ai dit, gros, est-ce qu'on l'invite quand même pour l'émission ce matin? Parce que je voulais trouver quelqu'un d'autre, j'ai pas pu. Donc je te dis que j'étais à l'œil. Ok. Parce que j'ai Je vais très faire mal dormi à doucement, cause je vais de faire toi. doucement la prochaine fois. À l'image des Suns, la star était très forte, mais le second couteau était formidable. Le second vrai, couteau c'est vrai. était On très va pas fort. oublier, là c'était une victoire collective quand Tom même. Carabino, le rebond offensif, la petite adresse, la grosse adresse de Jérémy, notre CM, ils ont été très très forts. Et on va vous le dire, puisqu'on vous cache rien, on a fait 7 matchs, on en a gagné 1. C'est pas mal déjà. Ferme-la, toi. Catastrophe. Mais c'est pas grave, c'était un. Bon, j'avais mes nouvelles Puma, d'ailleurs, que je remercie Puma vraiment pour ces nouvelles chaussures qui sont archi confortables, vraiment les Puma basses comme ça, très cool. Bon, c'est confort, ça accroche, on est vite bien dedans, ça n'empêche pas de se faire détruire la gueule par contre. Hein, mais écoute, on reviendra. À l'image de Kyle Kuzma. Voilà, on reviendra meilleur. Au programme donc, de cette émission, retour évidemment sur la fin de la série entre les Suns et les Clippers. C'est évidemment un match un peu historique pour Chris Paul, une performance monstrueuse, on reviendra dessus. On fera un focus du coup sur les Clippers, c'est leur fin de saison, on fera un bilan. Quel bilan de cette saison où ils ont connu des hauts, des bas, des hauts et finalement une défaite en finale de conférence? Qu'est-ce qu'on doit retirer de cette saison? Et puis on ira sur la dernière série en cours à l'Est, entre les Bucks et les Hawks, où finalement les blessures sont en train de jouer un rôle important dans cette série. Est-ce que la série est peut-être encore plus ouverte que ce qu'on imaginait? Giannis reviendra pas, Trae Young reviendra pas. Qui est plus fort sans les deux stars? Plein de questions à poser. On est prêts, les gars? Tout à fait. Allez, c'est parti. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Phoenix Suns retrouvent les finales NBA 28 ans après. Je suis toujours aussi fort en calcul. 28 ans après, victoire 130-103. Dans un dernier match un petit peu à sens unique, les Suns ont remporté les 4 cartons et on a senti vraiment les Clippers très dans le dur physiquement. Messieurs, vous avez regardé ce match-là. On ne va pas revenir forcément sur le déroulé du match parce qu'il n'y a vraiment pas eu photo. On voit que ça a été un blowout. Mais plutôt sur ces Suns qui avaient raté leur première chance à Phoenix d'aller en finale. On disait peut-être un petit peu la peur de gagner. Cette fois-ci au Staples Center, les Suns n'ont pas bégayé. Ouais, ils ont fini le boulot avec un énorme match de Chris Paul qui finit sur une note. Voilà, il mérite tout ce qui lui arrive parce que bon, il a galéré pendant 16 ans. C'est un énorme poissard, on le sait. On en avait parlé au début des playoffs avec cette fameuse blessure. Face aux Lakers, ouais. Voilà, mais sinon c'est mérité. Moi j'adore le jeu des Suns, c'est collectif, tout le monde touche la balle. Là, cette nuit, il y a eu le réveil un peu de Crowder qui leur a fait du bien en première mi-temps. Quand lui met dedans, forcément, il passe encore un palier, donc il va être important pour la suite.
Mais sinon, rien à dire sur la série, il mérite totalement. Moi, j'ai aussi la sensation que c'est l'équipe la mieux armée qui a gagné. Évidemment, l'absence de Kawhi Leonard fausse la donne. Il n'empêche que les Suns, c'est pas leur problème et que eux ont assuré dans cette victoire. Moi, j'avais avant le match un peu d'espoir d'imaginer un match 7. On en parlait un peu avec Nico il y a quelques jours en disant je pense qu'ils vont le faire. Le match 5 allait complètement dans ce sens du momentum côté Clippers, mais les Suns ont ce truc un peu différent des autres équipes. J'ai l'impression que c'est cette maturité. J'arrête pas de parler de maturité des deux côtés du terrain. C'est encore vérifié. Tu marques 130 points à l'extérieur à Los Angeles. Tu encaisses seulement 103 points. Tu marques plus de 30 points sur chaque quart-temps. Tu n'as jamais de temps faible. Les seuls temps faibles, en fait, c'est des moments où les Clippers mettent 10-0, mais ça leur permet de revenir sous les 10. Tu vois, donc c'est aussi une victoire hyper collective. On va parler de Chris Paul, évidemment, mais j'ai envie de parler de Jake Crowder, t'as raison. Torrey Craig, qui joue 31 minutes, qui ne marque que 2 points. Qui ne marque que 3 points, pardon, mais qui est à plus 28 de plus-minus. On aime ça. Ça classe une performance. Donc, évidemment, je regarde DeAndre Ayton, là encore 16 et 19, il est fantastique. Personne ne peut défendre sur lui. Voilà, en fait, c'est encore un match abouti, un nouveau match abouti par ces Suns, et ça les classe aujourd'hui comme favoris pour le titre, j'ai envie de te dire. En pensant aux blessures de l'autre côté. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on Être à 100% aujourd'hui, ça compte. Avant qu'on aille sur la prestation magistrale, et ce que représente cette qualification pour ces premières finales de Chris Paul, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez dit à 3-1, justement, on parlait d'expérience, est-ce qu'à 3 on s'est dit, ah tiens, gagner un match pour l'en finale, c'est un autre métier? Est-ce qu'on s'est dit, quand ils perdent 3-2, quand ils perdent le match à Phoenix, le match 5, on se dit, est-ce qu'il y a moins que ça bégaye? Chris Paul n'avait pas voulu lui dire, attendez, moi je n'ai pas envie de parler des 3-1, j'ai eu trop de mauvaises expériences avec ça. C'est sûr que ça aurait pu tout relancer parce que là, ils étaient en plus aux Clippers. Donc, imaginons qu'ils gagnent celui-là. Tout d'un coup, la pression elle revient. Match 7, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Mais ce que j'aime bien avec les Suns, c'est que c'est carré en fait. Chacun a son rôle. Il n'y a personne qui s'invente une vie à tenter des choses. Voilà, on sait que Booker et Chris Paul, ils ont carte blanche. Il y a des shooters autour. Ayton, il a des mains vraiment en or. Tous les petits hooks qu'il met, il n'y a pas beaucoup de big men qui le fait. Et ça rend fou, voilà, c'est vraiment... tout en ficelle, tu as l'impression à chaque fois, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est tout le temps filoche. Mais il dégage une sérénité, en fait, je trouve, quand il joue avec un meneur pareil. Et voilà, il n'y a rien à dire pour moi. C'est le meilleur l'a emporté. Je suis d'accord avec toi. Je pensais, moi, ce que je disais tout à l'heure, le 3-1, sans dire que j'y pensais, à partir du moment où il y a 3-2, tu reviens à domicile, tout est possible. Mais en fait, dès les premières minutes du match, tu sens qu'il y a une équipe qui est au-dessus. Les Clippers n'arrivent jamais à faire de stop. Il y a déjà, alors sans parler d'écart, je dis pas qu'il y a 10 points d'écart, mais en tout cas, il y a 7-2. Il y a toujours, tu sens que voilà, il y a du répondant côté Suns et qu'ils sont venus faire un match de bonhomme. Ils l'ont prouvé tout au long du match, même si ça a été serré en première mi-temps. Quand ils ont fait l'écart ensuite, voilà, il y avait plus photo. Donc non, c'est la maturité de cette équipe, moi, qui me bluffe. C'est ça qui est dingue. Pour les Clippers, il aurait fallu qu'il y ait un énorme Reggie Jackson encore, un énorme Marcus Morris. Ça faisait beaucoup de. Et un énorme Paul George aussi. Voilà, un énorme Paul George, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'était quand même assez compliqué pour les Clippers. Et pour ceux qui imaginaient peut-être le retour de Kawhi Leonard pour un éventuel match 7, c'était inenvisageable. Chris Heinz a d'ailleurs dit que lui avait eu des infos que Kawhi Leonard ne serait jamais revenu pour cette série-là et qu'au mieux du mieux, si au conditionnel, il était revenu, ça aurait été au milieu des finales NBA et encore, c'était pas sûr. Donc pas vraiment de regret. On sait que les Clippers ont perdu donc Kawhi Leonard. Zubac aussi au milieu de la série. On a quand même eu l'impression, on va revenir un petit peu sur la saison après des Clippers, mais hier soir, il y avait plus d'essence aussi. On salue évidemment le match collectif, la prestation collective énorme des Suns, mais on a quand même eu aussi l'impression que chez les Clippers, il y avait plus d'essence dans le réservoir. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, là, on a vu une équipe qui est armée sur tous les postes, des super meneurs de jeu avec Cameron Payne aussi, des super ailiers, des très bons défenseurs, des grands, la bataille au rebond, il n'y a pas photo, 47-32 au rebond, voilà. Au pass D, c'est pareil, 27-16. Bref, ils ont été supérieurs dans absolument tous les compartiments du jeu, et même à un moment donné où, tu sais, quand tu es à domicile, il y a toujours un rapproché d'une équipe. L'équipe qui est traînarde, là, elle arrive toujours à revenir à 7 points, tu sais, quand il reste 7 minutes. Là, mon gars, au moment où les Clippers peuvent essayer de faire un dernier effort, c'est le moment où Chris Paul est extraordinaire. Mais extraordinaire, filoche, et en fait, il leur met la tête sous l'eau. Il n'y a pas 30 points d'écart dans ce match-là. Le delta à la fin, il est fou, quoi. Après, les Clippers, il ne faut pas oublier d'où ils reviennent. Rappelez-vous, on avait parlé au premier tour, pas d'âme, on ne savait pas trop où ils allaient, ils perdent des... Tu vas trop vite en besogne, mon ami, on reviendra après sur les Clippers, dans le focus. Je t'ai envoyé le conducteur hier, mais dans le conducteur, il n'y avait pas le focus. Donc c'est de ma faute à moi. T'inquiète pas, mais on reviendra. Mais tu as raison, ce que tu dis tout à l'heure, garde-le, parce qu'on va revenir sur cette saison des Clippers, où oui, une finale de conf, c'est bien, mais il s'est passé plein de choses, et ça va être intéressant de parler de la suite. Tu parlais de Chris Paul, qui a été magistral.
mais c'est comme un symbole. Ça se passe sur le parquet des Clippers. D'ailleurs, il l'a dit, cette franchise où il a passé 6 ans, où il n'a jamais réussi à atteindre les finales de conférence. Ça a été quand même ce fameux Lob City, l'époque Chris Paul, c'est quand même une frustration dans cette équipe où on espérait d'eux qu'ils soient pourquoi pas un jour champions. Et puis c'est lui qui va chercher cette finale-là avec ce match incroyable, 41 points, 31 en deuxième mi-temps. Comme tu le dis, quand les Clippers sont à 7-8 qu'ils espèrent, il met ce 3 points and 1. C'est lui qui dit, allez, merci, c'est terminé. Je vais en finale NBA, j'emmène les gars en finale NBA. 0 balle perdue. Il avait déjà fait ça au moment de découvrir ses premières finales de conférence. Il avait aussi mis 41 points avec 0 balle perdue. Qu'est-ce qu'on a ressenti quand on a vu Chris Paul dire ça y est, on va découvrir là, dans moins d'une semaine, on va découvrir Chris Paul en finale NBA. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Honnêtement, moi je pense que c'est une anomalie. Parce qu'au vu du talent intrinsèque du gars, de sa carrière, de son charisme et peut-être de ses défauts dont on pourrait parler, c'est une anomalie de voir ce mec ne jamais jouer une finale NBA. Mais ça marche par exemple pour Steve Nash. C'est des mecs qui sont tellement forts, qui mérite, j'en sais rien, mais en tout cas qui aurait dû à un moment donné accéder à ces finales NBA. Pour pouvoir classer Chris Paul parmi les tout meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, quand on parle de son niveau de jeu, de sa valeur intrinsèque, on le met toujours parmi les tout meilleurs, mais avec son bilan comptable et son palmarès, il était toujours en dessous de certains mecs. Donc je pense pourquoi pas Asia Thomas, tu vois, par exemple, Steph Curry, John Stockton qui a fait 2 finales. En allant en finale, il accède au niveau d'au-dessus, parce que c'est un joueur extraordinaire et qu'il l'a montré. Il a 36 ans, le mec. Il a peut-être jamais été aussi fort dans sa life. Il s'est intégré parfaitement dans cette équipe-là et c'est ce qu'il a aussi dit très bien à l'interview de fin de match où il dit mais moi j'ai choisi de venir dans cette franchise parce que j'ai senti qu'on pouvait faire quelque chose et vous m'avez accueilli à bras ouverts. Voilà, les Suns se sont trouvés un leader et lui a trouvé un bon endroit pour performer en fin de carrière. Toi, Chris Paul. Super content pour lui parce que c'est un super joueur comme il l'a dit et puis chaque année il avait la poisse. Là, au premier tour, il prend un pet à l'épaule, il n'avait même plus à shooter. On se dit, ça y est, c'est reparti. Toi, tu nous avais dit que c'était mental, tout ça. Bah ouais. Et puis là, il arrive à revenir. Après, il passe le tour, il a le Covid. On s'est dit, mais c'est pas possible. Il va jamais s'en sortir. Finalement, bien remis du Covid, heureusement d'ailleurs. Finalement, ils font les 2 premiers matchs sans lui avec un énorme Payne qui tient la route. Et lui revient pour le match 3, il fait le taf. Et on l'a vu, il était très, très ému en interview d'après-match. Il ne trouvait pas trop ses mots. En plus, il y a un petit symbole puisque c'est aux Clippers que ça se passe. Clairement. Et donc vraiment, vraiment mérité, très très content pour lui parce que voilà, maintenant peut-être ça va lui enlever un peu de pression d'avoir accédé à cette finale et qui va tout expliquer. C'est sûr que c'est un but de carrière. Pour lui, donc c'était une première étape. Maintenant, il reste un titre à aller chercher. On va voir, ça fait 16 ans. 16 ans avec des opérations, du travail, des défaites difficiles. Mais ce soir, on va profiter. Tu disais que tu as raison, dans ces playoffs-là, il revient de loin. Blessure à l'épaule, Covid, mais de manière générale, dans sa carrière, il revient de très très loin. Souvenez-vous, 2018, les finales de conf avec Houston, on se dit que ces Rockets-là, je pense, ont été peut-être avec OKC de Kevin Durant et Westbrook, l'équipe qui a fait le plus bégayer les Warriors. À l'Ouest. À l'Ouest. Oui. À l'Ouest. Et du coup, ils mènent 3-2 et ils ratent le match 6 et 7 pour cette fameuse blessure au mollet. Je crois que c'était au mollet où il avait je sais plus. Un truc comme ça. Bref, et on se dit, mais t'avais raison, on revient à un poissard. Et on a l'impression que finalement, la roue a tourné pour notre ami Chris Paul. La fameuse roue tourne. Et on est content parce que quelque part, tout le monde dit que c'est un meneur exceptionnel. Il rend ses équipes meilleures. On l'a vu avec OKC, on l'a vu avec l'arrivée à Houston, même parce que finalement, Harden, le meilleur lieutenant numéro 2 qu'il a eu à Houston, ça a été Chris Paul, même s'ils ne sont pas entendus. Sur le terrain, les deux, c'est là où Houston était le meilleur. On a vu ce qu'il a fait à OKC en jouant avec Schroeder et Shai Gilgeous-Alexander. C'est quand même ce gars-là. Et finalement, il lui collait une réputation de loser. On ne se rend pas compte à quel point il faut aussi de la réussite pour aller jusque-là. Des fois, ça peut jouer sur un tir, sur la blessure d'un coéquipier, sur tellement de détails. Sur ta blessure à toi aussi. Ouais, sur ta blessure à toi. C'est tellement aléatoire parfois que voilà, on est content que ça lui arrive. Finalement, hormis OKC, il va presque en finale avec l'équipe la plus inattendue. Alors avec les Hornets, à l'époque, ils étaient jeunes, mais ils avaient fait kiffer. Avec les Clippers, pour le coup, il y a eu beaucoup de déceptions. Avec les Rockets en finale, ils sont à 2 doigts, mais ils ne le font pas. Mais quand il débarque l'été dernier à Phoenix, jamais on se dit, super coup pour Phoenix, c'est exactement ce qu'il faut à DeAndre Ayton, Devin Booker. Là, on avait vu juste, mais de là, les imaginer en finale,
C'est une énorme surprise. Oui, c'est une énorme surprise et ça nous rappelle Charles Barkley qui est arrivé été 92, première année. Bon, lui il est MVP, mais en plus il va en finale NBA, donc ça nous rappelle un peu aussi Steve Nash, première année. Les mecs avec les Suns sont fantastiques, ils gagnent la conférence Ouest dans la saison régulière, n'iront pas en finale, mais c'est aussi l'histoire de cette franchise qui arrive à cliquer avec, dans son histoire moderne en tout cas, à cliquer avec l'arrivée de superstars, des joueurs fantastiques. Donc oui, tu as raison de parler de réussite parce que c'est un mec qui est au niveau des meilleurs joueurs des 15 dernières années. Voilà, il est top 10 des meilleurs joueurs. Sauf que lui a été blessé, n'a pas été très bien entouré parfois. Il y a tout ça à mettre en ligne de compte. Moi, ce que je retiens aussi, c'est les accolades de fin de match. Longue accolade avec son coach là qu'on a vu, Monty Williams. On se rappelle, ils étaient ensemble aux Hornets. Longue accolade avec Chauncey Billups. Des mecs assistant aux Clippers, pour l'instant assistant aux Clippers, contre qui il a joué, et qui va coacher surtout contre qui il a joué et avec qui ils sont battus et tu vois, parfois on parle de sa mauvaise réputation dans le vestiaire, ce qui est sûrement pas usurpé, mais moi quand je vois les accolades des mecs contre qui il s'est battu et comment ils sont fiers de lui, tu vois, il a enfin réussi à passer ce step, c'est que voilà, ça comptait au sein de la NBA et tout le monde, pour lui, c'est une énorme épine dans le pied qu'il a enlevé. Tu parles des accolades avec les joueurs et c'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup sont contents pour lui, et même pas Beverley qui est venu lui pousser dans l'eau pour dire bravo, félicitations. Ouais, quel bravo, geste, hein. quel geste bravo Pat. Hein. Qu'est-ce que tu... Non mais c'est horrible ça. C'est Vraiment, cette action elle est affreuse dans le dos. En plus, il s'y attend même pas. Ça peut être dangereux parce que bon, tu t'attends même pas à recevoir un choc. Et en plus, c'est dommage, il gâche tout parce que même si sur le terrain, n'importe quoi. C'est une peste et tout, ça reste du terrain, pas de souci. Mais là, c'est hors jeu, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, j'en parlais vite fait avec nos potes sur les réseaux et tout. Ils me disaient ça me fait un peu penser à Andrew Bynum sur DJ Barea. L'énorme différence, c'est que c'est dans le jeu. Alors c'est catastrophique, mais c'était dans le jeu. Ouais. Ça arrive, les Kukata, Meta World Peace, on en voit dans le jeu. Là, ça n'a aucun sens. Le gars, il est de dos. C'est un truc de lâche. Alors, il avait ça en tête. Je pense qu'il voulait marquer le coup. Mais pour moi, ça c'est une catastrophe. Alors oui, il y a un regard. J'ai pas l'impression qu'il lui parle. C'est le premier à parler tout le temps. Voilà. Mais non, mais ils parlent tous les deux. Mais de finir comme ça, tu sais, vas-y. Mais je préfère même qu'il lui mette entre guillemets. Je préfère qu'il lui mette une droite de face. Là, le pousser comme ça n'a aucun sens. On aurait dit un truc de moins une section. Et puis, ça aurait pu finir en pugilat. On se dit, tu vois. Tout le monde a bien réagi. Heureusement les joueurs autour sont intelligents parce que ça aurait pu gâcher la fête, clairement. Tu es frustré d'être éliminé. Torix, il est devant, il s'embrouille, il est suspendu pour un match des finales. T'as l'air bête, quoi. Et les Suns, on sait qu'ils ont déjà payé un lourd tribut à ce genre d'altercation avec des mecs qui s'en mêlent, qui se lèvent. On rappelle avec notamment l'époque Borusio et Amaris Stoudemire. J'ai 3 axes avec Chris Paul que je veux attaquer avec vous. C'est son duo avec Devin Booker, qui nous a régalé toute l'année. La progression qu'il a apportée à DeAndre Ayton, sur qui on avait quelques doutes, notamment sur le fait qu'il soit un petit peu soft, et ses retrouvailles avec Monty Williams qui ont été incroyables. On va commencer avec Devin Booker. On savait que Devin Booker était un joueur très fort, un scoreur sur n'importe qui, mais il avait besoin de quelqu'un, d'un mentor pour l'amener à un niveau différent. Et lui aussi, on a l'impression qu'il n'a pas fait 1 step ou 2 steps en avant, mais 3. Il lui fallait un peu un mentor, quelqu'un sur qui se reposer quand il est un peu fatigué. Il n'était pas prêt encore à jouer tous les ballons, à avoir toutes les responsabilités. Là, ça lui a permis de se reposer par séquence, de pouvoir s'appuyer aussi sur quelqu'un d'expérience. Donc il a vraiment passé un cap. Moi, j'avais un peu des doutes avant les playoffs sur est-ce qu'il allait pouvoir un peu step up pour les playoffs, parce que c'est un jeu qui se durcit en playoff, et il a montré qu'il avait largement le niveau. Il a sorti des matchs incroyables et vraiment c'est l'avenir de la NBA. C'est clair, le talent extraordinaire, on l'a vu, même si ses pourcentages laissent à désirer entre guillemets, mais dans ce moment-là on s'en fiche d'être à 10 sur 26, ce qui compte c'est d'être fort dans les moments qui comptent, et lui il l'a été. C'est toujours l'idée du mid-range qui te fait gagner les grands matchs. Moi, et lui, c'est un homme. Oui, tu adores ça, bâtard. Lui, hier, nous met 2 énormes tomards. Évidemment que c'était un incroyable shooter. Hier, il met un tomard de. Il monte à 2 mains, il finit à une main. C'était féroce. Ça, tu vois, il est très athlétique. Il a mis des dunks des dunks, j'allais dire de rageux, mais c'est pas l'expression, mais des dunks de rage, de féroce, que je le voyais pas faire avant. Avant, il était doué, élégant. Mais un peu soft, tu vois, on se souvient toujours. Il y a cette vidéo qui est sortie. Ce que lui a apporté. Exactement. Il y a cette vidéo qui était sortie quand il jouait en open gym là, avec Joachim Noah. Il dit hey, gros, on vient pas me doubler, on vient pas doubler sur des matchs comme ça. Je fais ça toute l'année et tout. Et ça, quelque part, ça dénotait bien un peu ce côté un peu star qu'il avait, célébrer les 70 points qu'il avait mis. J'ai l'impression que Chris Paul lui a clairement amené ce truc de hey, gros, on enlève toutes ces merdes, on va être des vrais compétiteurs. C'est clair. Et tu vois, hier, dans la célébration, tous les yeux étaient sur Chris Paul. Sans dire que ça m'a gêné,
parce que c'est pas le mot. C'était cool de voir Chris Paul, toutes les caméras, les interviews et tout. Mais en fait, c'est Chris Paul qui dit à un moment, mais moi j'ai choisi de venir ici à Phoenix parce que j'avais envie de jouer avec le light skin là-bas. Il me régalait carrément à dire des trucs comme ça. Comme si toi tu disais, moi j'ai voulu faire avec Thomas le Tismé là. C'est improbable de faire ça, quoi. Quand tu fais ça en Ligue des Champions, en général, tu te fais suspendre pendant des années. Pourquoi Donc, alors, on va prendre la déclat de Chris Paul. Pourquoi je suis venu pour Willie Green, mon frère, oui. James Jones. On a travaillé au syndicat ensemble, coach Monty, avec qui j'ai déjà joué. Mais la raison principale, la raison numéro 1, c'était The Light Skin Guy, Devin Booker. Light skin guy. Très américain. Très ça, de- américain. Mais bref, en tout cas, heureusement qu'il le dit, hein, parce que sinon, Devin Booker, limite, on n'en parle pas. Mais c'est l'artisan Mais même lui, j'ai l'impression primordial de que tout ça. même lui, Devin Booker hier, s'est naturellement retiré et a Ouais, laissé. ouais. C'était juste heureux pour lui, quoi. Exactement. J'étais heureux pour lui, ouais, t'as raison. Donc c'est quand même un des meilleurs duos qu'il a dans sa carrière. Chris Paul, il a eu Blake Griffin, il a eu David West au tout début, fait. il a eu James Harden. D'ailleurs, ils avaient l'équipe peut-être pour aller au bout. Mais avec Devin Booker, on a l'impression que c'est un vrai one-two punch qui fait vraiment kiffer. Et surtout, c'est pas fini parce qu'il reste Ah quand non, c'est même pas fini. une finale à De jouer. toute façon, c'est toujours les victoires qui marquent les esprits. Hein. Tu Ouais. peux raconter ce que tu veux. À partir du moment où tu gagnes des matchs, c'est là que tu rentres dans la légende. Justement, les gens, je ne sais pas s'ils y sont encore, mais en tout cas, c'est DeAndre Ayton qui, pour le coup, pareil, on le connaissait, on connaissait ses qualités, des mains en or, mais presque un peu trop facile sur son talent. Et on a l'impression, et il l'a dit d'ailleurs, DeAndre Ayton, que Chris Paul était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa carrière déjà courte, mais c'est des déclarations où on a l'impression que les mecs, au quotidien, ils ont senti que ces mecs-là, ils ont fait step up. Et quand on voit les playoffs de DeAndre Ayton, on peut que se dire que, oui, effectivement, on comprend ce que veut dire le grand. De toute façon, on n'est plus dans les années 80-90. Donc les pivots, tu leur donnes plus la balle post-bas en disant vas-y, fais-nous gagner. Donc la meilleure chose qui puisse arriver à un pivot, quel que soit son niveau d'ailleurs, c'est de jouer avec un bon meneur de jeu. Et il n'y a aucun meneur de jeu dans l'histoire de la NBA qui s'est plaint de jouer avec Chris Paul. Meneur de jeu de pivot, pardon. Donc DeAndre Ayton est un joueur talentueux. Draft de Trae Young et de Luka, ça restera quand même dans l'histoire, ça. C'est un joueur qui finalement, comme tous les grands, met du temps aussi à arriver à maturité. C'est un gars qui arrive à 19 ans en NBA avec des vraies qualités de taille, de physique, de très bonnes mains. Il a eu des problèmes de suspension aussi. C'est dur quand même de leur reprocher de pourquoi pas être soft à 19 ans, à 20 ans. Contre qui? Contre des mecs qui sont là depuis 10 ans. Non. C'est maintenant que tu arrives à maturité et il le prouve. Il a été hyper régulier, super fort, comme tu disais, ses petites mains, ses petits hooks, fantastiques. Et c'est en partie grâce à Chris Paul, mais c'est aussi parce que lui, naturellement, il arrive à un âge où tu peux commencer à performer. C'est un peu un mix de pivot NBA moderne, puisqu'il a des mains, il n'a pas spécialement de jeu au poste pour l'instant, mais tu sens qu'il a un bon shoot. Donc il va pouvoir développer ça, je pense, en mid-range, un peu comme Embiid. Mais pareil, je pense que Chris Paul lui a apporté cette dureté, ce mental. Il est sur toutes les situations, il essaie d'attraper des rebonds offensifs sur les rebonds Il défensifs. pèse terrible sur les rebonds offensifs. Il pèse en défense Toujours bien aussi. placé. Il est quand même très long, il est athlétique, il court. Il a beaucoup de qualités pour la Je trouve que NBA t'as raison, moderne. Turgeon, il est très véloce. Ouais, il est très, Quel très petit véloce. galop. À la télé, il fait pas si costaud que ça, mais je pense qu'il est quand même assez gaillard. Bon, il l'est, ouais. Et là, il leur apporte une stabilité à l'intérieur. Voilà, il peut switcher sur les pics. Enfin, c'est Et puis, vraiment- ouais, t'as raison. Et puis, à partir du moment où tu lui mets pas un défi à son niveau, parce que c'est aussi la sensation qu'on a eue, c'est que Zubac, aussi bon soit-il, il était plutôt bon dans la série. sont Eh bien ben, bagarrés. il est moins fort. En plus, il se pète. D'ailleurs, tu envoies des Marcus Cousins qui est très bon d'un côté, plutôt bon d'un côté et inexistant de l'autre, même s'il a fait des efforts. C'est un mec qui domine. Et moi, j'aime bien les mecs qui, quand ils jouent contre des mecs moins forts, dominent. Au bout d'un moment, il n'y a rien à dire. Tu sais, il y a des gars qui s'échappent. Lui, c'est pas échappé. Il fait 19 rebonds encore dans ce match. Et on parle pas du tout de lui. Donc voilà, bravo à DeAndre Ayton qui va découvrir les finales. On ne le dira jamais à un mec à plus de 10 qui court, qui a des bonnes mains, qui est dans le bon état Ouais, d'esprit, c'est qui plaisir. peut défendre, qui peut attaquer. On ne crache jamais dessus dans une c'est équipe. plaisir, Ça n'a c'est jamais fait de mal à aucune équipe en Non. tout cas. Le troisième axe et le dernier que je voulais faire, c'est les retrouvailles avec Monty Williams. trop On bon. sait que Chris Paul, ce qu'on appelle un peu un joueur coach, et on a l'impression qu'aussi Monty Williams, qui était arrivé aux Suns, qui croyait en ce projet avant l'arrivée de Chris Paul, c'est lui. On se souvient, Monty Williams avait dit non aux Lakers de LeBron James. C'est lui qui avait choisi de venir aux Suns, où le chantier était quand même beaucoup plus important. Il croyait en Devin Booker, il croyait en DeAndre Ayton. On imagine déjà aussi qu'il avait cette vision-là. Et ses retrouvailles avec Chris Paul, ça, là aussi, ça a fait des étincelles. Et c'est important de se trouver avec un coach. Pendant qu'on voit, Tom, tu peux le prendre si tu veux, l'effet Chris Paul dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé. Absolument. Chris Paul est un joueur qui, lorsqu'il arrive au sein d'une équipe, voit le bilan comptable exploser. Donc, à son arrivée en tant que rookie du côté des Hornets, il passe de 22% à 46% de victoire. Aux Clippers, évidemment, de 39 à 60%. Même aux Rockets, qui était déjà une super équipe, il passe de 67% de victoire à 79%, complètement fou.
À OKC, l'année dernière, vous le savez, c'est resté à peu près dans le même standard, mais ils avaient juste perdu Russell Westbrook entre les deux, et Paul George. Et enfin, alors qu'il était le pire contrat de la NBA, c'est ce qu'on disait, et bien dans un transfert d'ailleurs, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il vient quand même à Abdel Nader qu'on a revu contre Ty Jerome, Jalen Lake, Kelly Oubre Jr. et Ricky Rubio et un tour de draft. Et bien il passe de 46% à finaliste NBA. Et ça, c'est vrai. On disait que c'était le pire contrat NBA par rapport à son âge. Et c'est vrai qu'il prend grave du même, pognon. ouais, c'est vrai. Mais hier soir, personne non. parle de son Ça fait contrat. 2 ans qu'on n'en parle plus. Hein. Ouais, bah, Déjà OKC. Hein. mais même quand il arrive à Phoenix, quelque Ça part, on se dit, fera ah, des- quand même, il est nain, il est chiant. Ah ouais, Mais en fait, ouais. aujourd'hui, il vaut mieux avoir Ok. Chris Paul dans son équipe quand même quand on veut franchir des paliers. On a fait le tour, les gars, Ouais. sur les Suns. Ce qui est bien, c'est que c'est pas fini puisqu'on va les retrouver en finale. Ils attendent de savoir face à qui. Et honnêtement, on est tous ravis. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que ça vous fait de voir Chris Paul. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, qui l'adorent, d'autres qui sont un peu moins fans. Mais dites-nous dans les commentaires ce que ça vous fait de voir et de découvrir Chris Paul en finale d'ici quelques jours. Les Clippers sont éliminés. C'est le moment quand même de faire un grand focus sur leur saison. C'est le focus sur les Clippers. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! La saison dernière, la bulle avait été un terrible flop pour les Clippers. Il y a eu beaucoup de départs, de mouvements, le départ notamment de Doc Rivers, l'arrivée de Tyronn Lue, l'arrivée de Nicolas Batum. On avait beaucoup de misé sur ce duo entre Kawhi Leonard et Paul George. Finalement, une saison régulière plutôt cool, un après All-Star Game très convaincant même, des playoffs, on va y revenir, assez incroyable. Quel bilan, comme ça, rapidement, après on va rentrer dans le détail, vous tirez global de cette saison des Clippers pendant qu'on voit ce tableau récap? Plutôt réussi quand même dans l'ensemble, même Qu'est-ce s'il que y, tu veux. il y a eu des hauts et des bas. Il y a des périodes où on avait beaucoup de doutes. Après, il y avait des périodes où ils nous montraient de belles choses. Franchement, à voir. Après, c'est une saison compliquée. C'est dur à les juger. Il y a eu tellement de blessures, tellement d'histoires. Kawhi, pas Kawhi, Paul George, je sais pas quoi. C'était un peu compliqué toute la saison et je trouve qu'il manque un peu de stabilité, mais à voir. Moi, la première chose que je dirais, c'est échec. Parce que c'est la première chose qui me vient. Parce que si les Lakers ne sont pas en finale, ça doit être les Clippers. En fait, on peut tourner les choses comme on veut. Pour les Lakers, malgré les blessures, c'est un échec, on est d'accord, de se faire sortir par quelle que soit l'équipe, même si c'est finaliste. D'un côté, donc c'est ça, parce qu'au vu de l'effectif de base, des espoirs, des changements, et puis voilà, des ambitions de cette franchise, de ne pas être en finale NBA, c'est un échec. Maintenant, évidemment, tout est à nuancer, et la nuance, elle est apportée sur ce qu'on a vu sur le terrain, déjà. Puisque la fameuse âme, on en a beaucoup parlé ensemble, combien de fois l'année dernière, c'est une équipe sans âme, cette saison, c'est une équipe sans âme, c'est une équipe qui n'est pas intelligente, c'est une équipe qui s'est réinventée, je trouve, pendant ces playoffs, avec un coaching intéressant. Donc, de ce point de vue-là, ça donne des espoirs pour la suite. Évidemment que la blessure de Kawhi, elle fausse absolument tout, parce qu'on peut imaginer qu'avec, ils avaient une vraie chance. Mais voilà, c'est difficile à juger. Et à côté de ça, c'est quand même la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Donc en ça, on peut quand même dire que c'est réussi. Mais je suis Donc c'est pour ça qu'il faut nuancer. Vas-y Tom, dis-moi. Non, échec, t'es dur parce que il n'y avait pas Kawhi, quoi. Ouais, non, mais je sais. Ouais, mais alors, mais moi je suis. C'est pour ça alors, qu'il y a deux lectures. Il y a le début de la saison, il y a... je trouve très intéressant ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas les Lakers en finale NBA, on se dit que c'est les Clippers. Automatiquement, tu dis que c'est les Clippers qui doivent y Les aller. Clippers sont Oui, complets. oui, tu Ouais, peux y aller ouais, au complet, ouais. certes. Mais Grave. il n'empêche que tu as dit un mot très intéressant, stabilité. Moi, je trouve que la saison des Clippers, elle est quand même réussie. Ouais. Et je vais surtout me calquer sur ce qui s'est passé en play-off. Maintenant, ce qui s'est passé en play-off, c'est le début de quelque chose. Et pour moi, tu dois construire là-dessus la saison prochaine. On va revenir après sur les contrats, qu'est-ce qui manque éventuellement la saison prochaine. Cette équipe-là, ce qui leur manque, et pendant toute la saison régulière, on n'a pas arrêté de se dire, ici dans les émissions, quand on parlait avec Nico, on disait, Meneur. en se disant, mais cette équipe, elle n'a pas d'âme. C'est quoi l'identité de cette équipe? Oui, sur le papier, c'est excitant. Oui, tu as 2 méga stars. Oui, tu as un banc correct. Oui, il y a des mecs pas trop mal. Mais quelle identité? Comment on pouvait s'identifier à cette équipe-là? Pendant ces playoffs, il y avait eu l'époque Elton Brand, où vous avez Sam Cassell, vous avez fait face aux Suns, vous avez fait une demi-finale de conf, où là, il y avait eu un peu. Mais ça n'avait pas duré. Là, avec Pat Beverley, on a eu envie de s'attacher. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de m'attacher aux Clippers. Par leur résilience. Et ça, c'est très bien. Effectivement, c'est clair. tu vas en finale de conf, c'est très bien. Et tu te bats jusqu'à la fin. Maintenant, ça, il faut que ça soit le début de quelque chose. Et c'est en ça que ça va être très intéressant pour la suite. C'est que ce supplément d'âme, cette histoire que tu as créée, parce que quand tu reviens chaque fois mener 2-0,
tu écris quelque chose maintenant. Quand tu as Kawhi Leonard et Paul George, la finalité, c'est d'être champion NBA quand même. Et ça, faut pas l'oublier. Ah, quand même, Il faut point. ouais, point. Et tu peux pas juste te dire, putain, cette année, on s'est bien Bah battu, on n'a oui, pas eu de bah chance. oui. Voilà. Il n'était pas là, Kawhi, en finale. Ah ouais, mais ça compte. Hein. Moi, En fait, Oui, c'est tu pour peux ça- pas leur en vouloir d'une blessure. Non, je ne leur en veux pas. Non, mais alors en vouloir, mais par contre, moi, c'est ce que j'essaie de dire là, depuis le début des playoffs, c'est qu'au bout d'un moment, les blessures, il y en a partout, il y en a tout le temps. Oui, c'est sûr. Donc la Parce que- meilleure équipe, Mais c'est sans celle qui se blesse Kawhi, pas. ça reste une bonne équipe. Ouais, Mais Oui, c'est pas- mais parce qui que, gagne quand même 2 matchs en finale de conf. n'oublions pas Ouais, qu'avec ouais. Kawhi, ils sont menés 2-0 face aux Mavs, ils sont menés 2-0 face oui, à bien Utah sûr. aussi. Donc, quand tu parles de stabilité, on est dans la réaction. C'est bien d'avoir une réaction dans le sport. Mais quand tu veux être champion NBA à court terme, tu ne peux pas être que dans la réaction. Et c'est pour Non, ça non, que je c'est parle sûr. de stabilité émotionnelle. J'espère que Ils n'ont ce pas de run- leader. J'espère Non, que ce run de playoff, va où ils se sont construits dans de la réaction. Maintenant, ils vont revenir l'année prochaine avec beaucoup plus de certitude et une vraie identité. Ouais, c'est Ils n'ont clair. pas de leader pour moi, ça reste sur le même problème. Qui est le patron dans l'équipe? Paul George, c'est pas un leader, je suis désolé. Même Donc si là- on l'a vu être franchise player là et tout, mais oui, je te rejoins. au niveau du scoring, peut-être d'aller faire des stats, pas de souci. Kawhi, bon, il dit pas un mot, on le connaît, voilà, il fait. Il leur faut leur Kylori, quoi. Il Voilà, leur faut gars un comme chef, ça. un patron Un sur le Draymond terrain Green, qui va un un peu Kyle Lowry. rassembler les gens et tout. Ouais, t'as Après, raison. je sais pas qui, peut-être un Kyle Lowry, c'est vrai que ce serait pas mal. Non, mais en tout cas, Mais- je veux dire, sans parler de Kylori en soi, quand les Raptors vont au bout, Kylori est ce mec-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Draymond Green est ce mec-là, c'est pas forcément le meilleur joueur, mais c'est Oui, oui. voilà, le gars qui donne du lien à un groupe. Kyle Lowry se jette partout, il joue des charges, il emmène tout le monde avec lui. Là, il manque quelqu'un. Ils avaient pris Rondo un peu pour mener, on voit qu'ils ne font plus jouer. Après, bon, la bonne pioche de cette année, c'est Nicolas Batum qui leur a fait vraiment du bien, qui leur a apporté de la stabilité. Après, malheureusement aussi, ils perdent Ibaka avant les playoffs. J'aurais bien aimé voir tout ça au complet. t'as raison, hein. Ibaka ça fait un trou énorme en playoff, justement, donc c'est très bien que tu parles de ça. Justement, on s'est fait un petit top flop de la saison des Clippers. Parce que, Non oui, exhaustif, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en exactement, et pensez. n'hésitez pas à rajouter, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Évidemment, dans les tops, on a Nicolas Batum, on a Reggie Jackson, Reggie qui Jackson. fait quand même des playoffs fantastiques. On a Tyronn Lue, qui, mine de rien, on avait beaucoup de doutes autour de son coaching, et même s'il a parfois mis du temps à réagir tactiquement, on pense notamment à la série face aux Mavs, il a quand même fait des ajustements, il a quand même tenté de coacher jusqu'au bout. Ça, c'est toujours intéressant. En tout cas, nous, on adore ça d'un point de vue visuel, de voir un coach qui essaie de faire des choses. Le small ball, pas small ball, là, j'essaye pas. Très bien. On peut rajouter Terrence Mann aussi, qui est quand même le petit bonbon de ces playoffs-là. On est OK avec ces tops? Bah oui, commençons par Nico Batum. On l'a beaucoup dit tout au long de la saison. On a pu le suivre à fond. Il s'est complètement racheté une réputation et sans dire que c'était inespéré, nous, on est ravis d'avoir pu vivre cette renaissance parce que je pense qu'on peut parler de renaissance. Physiquement, dans l'adresse, sur l'impact du jeu des deux côtés du terrain. Il n'a pas été loin d'être le meilleur Clipper pendant cette campagne de play-off. Alors, C'est lui qui a le meilleur le meilleur plus-minus, plus-minus, en tout cas. absolument. Et cette finale de conf, il a beaucoup moins joué et tout, parce qu'il fallait le préserver, parce qu'il a un peu d'âge maintenant. Mais Nico Batum a été fantastique, tu as raison, tu parles de stabilité. Moi, ce que je voulais voir dans cette nouvelle équipe des Clippers, c'était de l'intelligence. Et en mettant Nico Batum autant sur le terrain, c'était le gage d'avoir de l'intelligence collective, sur le terrain. Et Nico a été fantastique. Franchement, moi, il m'a bluffé sur l'adresse. Je l'ai vu mettre des dunks fantastiques. J'ai vu un mec en canne. Bravo, Nico. Tu as été surpris, toi, de la saison de Nico? Tu le pensais capable de revenir comme ça? Pas D'avoir un forcément. rôle aussi important? Pas forcément dans une bonne équipe en plus comme ça, avec un gros effectif, mais il a vraiment trouvé son rôle, sa place, et c'est le rôle parfait pour lui. En plus, c'est que sa première saison. Je pense que vraiment encore l'année prochaine, il va être encore plus en confiance. Là, il a dû reprendre goût au basket, ça a dû lui faire du bien, même dans la tête, parce que je pense que ces années à Charlotte lui ont, Oui, c'est sûr. lui ont un peu desservi. Donc moi, j'ai hâte de le revoir l'année prochaine. J'espère qu'il va encore passer un cap, parce qu'il s'installer. il est jeune, mine de rien. Oui, il n'est pas vieux. Il n'est pas Pas vieux. vieux. Et s'installer, d'ailleurs, bon, on va voir, il avait signé qu'un an, il va falloir c'est certainement ça. le re-signer. On imagine il que les va- Clippers, s'ils sont pas complètement fous, ils vont vouloir justement installer autour de Kawhi et Paul George. Si c'est des mecs comme ça qu'il faut des vétérans. Tu dis qu'il n'est pas vieux, mais c'est considéré Oui, comme oui, des oui. vétérans. Vu le NBA. cash Oui, qu'ils ont c'est donné à Kennard et à Marcus Morris, je leur conseille effectivement de lui donner un peu d'argent, notre ami. Hein. L'autre top, c'était Reggie Jackson. Alors là, on est un petit peu dans le même cas que Nico Batum. Pas au niveau contractuel, mais à Détroit, c'était une catastrophe. Il jouait à l'envers. Alors on sait que c'est pas un meneur de métier, c'est plutôt C'est un combo. Tu vois, c'est un combo, Ouais. mais qui était complètement perdu. On savait
savait qu'il avait du talent quand il avait été drafté avec OKC, qui était associé à Westbrook, mais il s'est complètement perdu à Détroit, il mettait plus un pied devant l'autre. Et là, il fait des playoffs monstrueux, avec des tirs, une cloche attitude incroyable. Bah ouais, grave. Reggie Jackson, super hier en conférence de presse, il était très ému. Il a dit ma 10e saison aurait été la plus belle. La première chose que j'ai dite en entrant dans le vestiaire, c'est merci les gars de m'avoir sauvé. J'apprécie chaque mec de ce vestiaire. Et c'est vrai que c'est une des belles histoires de cet effectif. C'est toujours le truc de... Il s'est bien trouvé dans ce vestiaire et les Clippers ont bien fait de le prendre parce qu'il s'est sublimé complètement. On aimait bien l'appeler Kyrie Irving, le Kyrie des Clippers, tant son adresse. Dans le match 5, là, il a encore un passage où il met 2 filoches, une qui fait tac-tac-tac, une deuxième filoche et un dunk en contre-attaque. Putain, Reggie Reggie Jackson, il a mis en première et en même deuxième. Mais le 2 à la fin, je fais, mais attends, il est en canne comme ça. Le dunk de début de match, moi je suis dans mon lit, j'ai hurlé. Ah ouais, wow, il est encore capable de faire ça et tout. Donc bravo Reggie Jackson. Je sais pas ce que ça voudra dire pour la suite. Je sais pas s'il est capable de tenir ce niveau-là. J'ai même des doutes, de sérieux doutes. Mais en tout cas, il a prouvé que c'était un vrai joueur. Parce qu'on l'avait oublié après ces années à Détroit où il était censé quand même avoir les clés du camion. Moi, ça a toujours été un joueur qui m'énervait un petit peu, mine de rien, quand je le voyais à Détroit et tout, ses choix, cette espèce de... Tu sentais qu'il se prenait vraiment pour un des meilleurs joueurs du monde qui a été sur le terrain. Tu vois, il a sa sélection de shoot et tout. Et puis là, aux Clippers, en playoff, là, il m'a impressionné, quoi. Il leur a apporté de l'assurance, Dans le moment clutch, il était ouais, fantastique. c'est un peu le poste 2, manière de ballon, qui peut créer des situations. C'est ce qui leur manquait aussi, donc ça leur faisait beaucoup de bien. Et puis il a une paire de grosses couilles, hein, parce que il prend les shoots, il a jamais peur de prendre les shoots en fin de match. Ça, il a c'est fait sûr, des hein. gros cartons, Ouais. et il a peur de rien. Il joue, il se fait plaisir, et j'espère que ça va le relancer. En tout cas, là, il nous a montré qu'il avait sa place dans une bonne équipe. C'est aussi pour ça qu'hier il perd, parce qu'il est pas bon. Hein. Non, mais c'est tout con, hein, mais il est pas bon hier, il met pas un tir. Ouais. Il était très a 4 important. sur 12. Si Reggie Jackson n'est pas très bon, les Clippers, tout de suite, leur chance se diminue. On l'a pas mis dans le tableau, mais j'ai envie d'avoir quand même un petit mot sur Terrence Mann, que Nico nous en parle depuis le début de la saison pour dire il croit beaucoup en ce petit-là. Et avec la blessure de Kawhi, il s'est complètement sublimé. Et on n'oubliera pas le match 6 face au Jazz où il met 39 points, 7 sur 10 à 3 points. Match 7, non Non, il n'y a pas de match 7 c'est face match au Jazz, c'est en Ah match ouais. 6. Ok. Et ils sont menés 2-0, ils gagnent 4 fois Ah oui, c'est d'affilée. vrai, t'as raison. Et là, pareil, pour la suite, c'est des joueurs intéressants pour se projeter, parce qu'on le rappelle, vraiment, pour moi, c'est le plus important. OK, pas de chance cette année avec les blessures, supplément d'âme, on dos au mur, on a su réagir. Mais ça Il a ne le peut pas profil, rester, ça ne peut pas juste rester un bon souvenir. Même si c'est la meilleure saison en carrière Non, des ils y ont Clippers. goûté, ils y ont goûté. Voilà, ils vont goûter sur l'année ils vont prochaine. vouloir Il plus. faut à minima être au même rendez-vous et dire on veut jouer le titre. Non, mais ça, c'est un très très bon soldat, il faut le garder. Voilà, c'est un joueur. On sent que quand il est sur le terrain, je ne sais pas si vous avez vu, des fois, il a pris des rebonds offensifs au milieu des grands, il leur met des coups d'épaule, il arrive à crie, remonter. il diffuse. Hein. Vraiment, il faut le garder. Il faut qu'il se focalise un peu, je pense, sur la défense. Ça peut devenir un top défenseur. Il aime bien, il aime bien. Hein. Ouais, voilà, un peu dans ce rôle-là, ça peut être vraiment, pour les Clippers, une bonne pioche. Tu parles de garder, pas garder, justement. On allait faire un point sur les contrats. Oh non, il y avait les flops avant. Il y avait les flops. Mais là, on parlait des contrats, ça me pose pas grave. On va aller sur les flops. Du coup, tu peux enchaîner. On venira après sur les contrats. J'aimerais qu'on fasse le tour plutôt d'abord. Les flops de la saison. Serge Ibaka, alors, c'est dur parce que sa saison régulière n'est pas si dégueulasse que ça. Il n'empêche que son absence en play-off, elle fait trop mal. Et que finalement, quand tu signes des mecs comme ça, Tom, c'est pour qu'ils soient là en play-off. Bah, complètement. Ils l'ont fait venir pour être un peu le chaînon manquant. Il avait le profil parfait pour défendre sur les grands, donner du spacing aux Clippers. Et puis avec son expérience et ses qualités, c'était le chaînon manquant. Et de ne pas le voir, c'est une énorme perte. Donc oui, c'est un flop parce que avec Serge Ibaka sur le terrain, bah, c'est une équipe qui doit aller en finale. Bon, il n'est pas là. Bah, voilà. Pour moi, les blessures, au bout d'un moment, en gros, sachant que c'est flou, hein, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Non, mais moi, les blessures, ça m'emmerde. D'accord, mais c'est dur. Ça Flop, m'emmerde. c'est dur. Parce qu'il Toi, joue t'as pas. un blessé, mais moi, ça me fait chier de les voir tous blessés, gros. Hein. Non, mais il a Mais même quand pas on eu- dit un flop, c'est pas t'es nul. Ah ouais, d'accord. C'est ok. pas t'es nul, c'est un flop parce la que- déception. quoi. Parce que Là, oui, voilà, c'est ouais. parce que t'es pas là. Tu vois ce que je veux dire. Pas là, bah, c'est pire que de pas jouer, hein, que d'être ouais. nul dans le match. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, Demandez à écoute, Gourcuff. rendez-vous l'année prochaine. On va voir. Rajon Rondo, pour le coup, là, lui, il était pas blessé, mais Là, c'est pareil, c'est un choix d'entraîneur. Quand il a été là, il a été correct. Et Il a après, pas eu l'impact escompté quand ils l'ont pris, en tout cas. Il devait avoir l'impact qui, entre guillemets, Alors, l'année dernière en playoff. ce qui est un peu curieux, c'est que je l'ai pas trouvé mauvais. Mais quand il y a eu le choix de Tyronn Lue de réduire vraiment, de le mettre au fond de la rotation, les Clippers ont mieux joué.
C'est un peu curieux. Pourtant, je le trouvais pas mauvais. Est-ce qu'il était compatible avec Paul George et Faut croire que non. qui garde beaucoup la balle, Faut qui croire joue d'un que non. contre un. Lui, il aime bien gérer le jeu, le tempo, distribuer. Ça Là, n'a est-ce pas que- posé de problème l'année dernière, en tout cas. avec avec LeBron, tu c'est pas le même style du tout. Ouais, mais bon, il y a bien LeBron, si tu ne donnes pas 100 ballons dans un match, il est pas content, tu vois. Ouais. L'année dernière, c'est- ce qui a été incroyable, c'est son adresse, c'est son impact défensif, ça a été plein de Il est trucs capable qu'il de n'a jamais eu s'effacer. cette année. LeBron, il est capable de s'effacer, laisser un peu la place aux autres parce qu'il Ah, ouais, oui. il est sur des Plus que Paul George. sur des séquences, je parle, sur des se reposer un peu, le laisser là pour moi aux Clippers, ils lui ont pas trop laissé. En tout cas, quand il signe, moi, quand on le met dans le flop, parce que quand il signe, on se dit Oui, c'est c'est vrai que, exactement ce qu'il faut Ah ouais, aux ouais. Clippers, un mec un peu qui va mettre la main sur la balle, un leader. On se souvient qu'il est comme il était rentré dans la gueule de Kawhi dans la série face aux Mavs quand il avait pris un tir un petit peu à l'arrache en fin de match. Il a plus rejoué. Et c'est vrai, depuis. que petit à petit, non, il avait rejoué un petit peu, mais c'est vrai que petit à petit, il est sorti de la rotation. Donc pour nous, ça reste un flop. Dites-nous si vous êtes d'accord dans les commentaires. Et en troisième, on a mis Luke Kennard, qui a fait plutôt des bons playoffs, mais à qui on a quand même offert un contrat plutôt très C'est cool ça, c'est qu'on le joue en- sur son contrat. sur son contrat et qui est avant que les playoffs le remettent dans la course, que Tyronn Lue le relance en playoff, il avait complètement disparu de la rotation. Ouais, Non, c'est clair. il a fait des belles petites rentrées pour le coup. Il a été clé sur certains Moi, il m'a matchs. surpris, il est rentré, il a envoyé des grosses filoches alors qu'il n'a pas joué depuis le début des playoffs. C'est que mentalement, c'est quand même assez fort. C'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation sur Ouais, Luke Kennard. ouais, après, c'est un peu voilà, dur, hein. là, on va voir l'année prochaine, est-ce qu'ils vont un peu mieux l'intégrer parce que Il est là, payé comme un sixième homme, quoi. Donc, contre voilà. un très bon sixième homme. Bah ouais. Mais là, c'est vrai quand alors, Bah il oui. était complètement mort dans la rotation, il jouait pas du tout au début des playoffs, et quand il est rentré, et ça c'est pas simple, hein. Ouais. C'est pas simple. quand Surtout tu pour joues un pas- shooter. Surtout pour un shooter. Quand tu joues pas, qu'on te dit bon vas-y rentre, mets des filoches, et c'est ce qu'il a plutôt fait. Fort dans la tête, ça a pas l'air d'être un casse-couille. Je pense qu'il pareil là dans la construction à venir, il faudra certainement compter sur Luke Kennard. De toute façon, tu lui as filé du pognon pour, donc autant s'en servir. C'est ça. C'est quand même mieux. On peut y aller maintenant sur les contrats, faire un point sur la saison prochaine, qui sera là, qui faut re-signer, qui n'est plus là, qu'il faut laisser partir, qu'il faut essayer, pourquoi pas, de trader, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait manquer à cette équipe. De sûr, l'année prochaine, Paul George sera là, avec son beau contrat. Il a signé il n'y a pas longtemps, hein, l'année dernière. Ouais, Kawhi Leonard, lui, a une player option, à voir ce qu'il voudra faire. Il peut partir, donc. Hein. Qui peut partir. Il peut partir là à l'été, hein, ce qui serait incroyable. Ce serait bien qu'il se stabilise lui un petit Ouais, peu mais aussi, bon, quand même, c'est- hein. À voir. c'est une Après, éventualité, avec Kawhi Leonard, on n'est jamais à l'abri de rien. sûr. Mais on sait qu'il voulait quand même s'installer, vivre à LA. Il a une belle maison à San Diego. Voilà. Donc, Marcus Morris, donc lui sera là, un contrat qui court jusqu'en 2024. Pat Beverley sera là. Tout ça, là. Ouais, ah, prends du énorme pognon, contrat, hein. énorme contrat. Sergi Ibaka, une player option lui aussi, à voir un petit peu l'état de son dos. Est-ce que finalement ça. Parce que cette blessure, des fois, on a eu l'impression que c'était une blessure un petit peu. Enfin, je sais pas comment, j'arrive pas à trouver le mot, mais une blessure de façade, en tout cas. Politique, à voir, politique. Rajon Rondo sera là, 7 millions quand même, 500. Zubac sera là, c'est quand même un mec qui a fait du taf. Alors c'est pas DeAndre Ayton, c'est pas Joel Embiid, mais c'est quand même il est tout le temps, il est chaque fois exemplaire. Luke Kennard, on va en parler, sera là. Pat Peterson ne sera plus là. Nico Batum est en fin de contrat. Reggie Jackson est en fin de contrat. Terrence Mann sera là avec un tout petit contrat, ça c'est la belle pioche. Le reste, on s'en fout un peu. Marcus Cousins, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on re-signe en priorité, messieurs? Bah, évidemment, Nico Batum. Hein. Ils ont intérêt à se mettre d'accord rapidos sur un contrat qui convient à tout le monde. Je Nico sais pas Batum combien, qui est déjà demandé. ouais, qui est courtisé d'autres. par d'autres À équipes. voir s'il veut l'argent ou Bah, moi, la j'ai- réussite sportive. Nico, en tout cas, il adore vivre à LA et Ouais, tout. mix. Je pense que si on lui propose un contrat satisfaisant, je dis pas que c'est 20 millions la saison, hein, mais un contrat satisfaisant, je sais pas, d'ailleurs, il faudrait qu'on lui demande, mais entre 5 et 10 millions, je pense qu'il restera avec plaisir, il se plaît énormément. Moi, je pense que plus que l'oseille, Nico, je pense qu'il va chercher la durée un peu. Ouais. Il aimerait y avoir 2 ou 3 ans. Qu'on lui donne 2 ans. 2 ans. Un 2 plus 1. Ouais, si on lui donne 2 plus 1, c'est top. Donc Nico, c'est la grande priorité carrément, mais bon, on a du mal à imaginer que Nico parte. S'il le laisse partir, je comprends plus rien. Franchement, ce serait Ouais, trop bizarre. La NBA, tu sais jamais, gros. Non, mais t'as raison, c'est sûr. Mais bon, là, avec les performances qu'il a eues, on a dit que c'était le meilleur contrat de la NBA, bien sûr, avec bien le sûr. temps de jeu qu'il a eu et tout ça, si tu fais pas tout pour le re-signer, au bout d'un moment, on aura le temps d'en reparler. Donc ça, c'est la première des choses. Après, dans l'effectif, et tu as raison de parler de stabilité, moi, quand je parlais d'échecs, c'est parce qu'il y a 2 ans, on disait l'année prochaine ou l'année d'après, Ils sont et champions. tu l'as dit, il faut qu'ils soient champions. Au moins qu'ils découvrent la NBA, les finales, et puis ensuite qu'ils soient champions. Ils n'ont jamais découvert les finales NBA. Et donc, ils n'ont pas fait le choix de la stabilité l'année dernière, mais ils avaient bien fait parce que l'effectif était mal construit. Donc, il va falloir continuer. Reggie Jackson, au vu de ce qu'il a fait, je pense qu'il faut le re-signer. Mais j'ai du mal à penser qu'il demande, lui, un contrat de haut niveau. Tu vois, Après tous ces vétérans-là qui semblent s'être trouvés à Los Angeles et donc avec les Clippers,
Est-ce que ces mecs-là, Reggie Jackson, après 10 saisons NBA, avec Nico Batum, qui sont des vétérans de la Ligue, est-ce qu'ils vont aller vouloir. Je les vois mal Non. aller demander un tarot de ouf. Non, là, tu faut vendre le projet sportif, le projet commun. Là, ces mecs-là qui viennent de vivre des playoffs avec des grands matchs et tout ça, t'as envie de retourner à la guerre ensemble. Je sais pas si ça Moi, marche. je pense que ça Ça marche. dépend. Je pense que ça marche. Ça marche Après, ça peut-être dépend des mentalités. avec des vétérans. Voilà. Avec des vétérans. Ça dépend. peut-être. Autour de LeBron, ça marche. Voilà. Autour de Jordan, ça marche. tu vois. Reggie Jackson, Ou de est-ce Kobe. qu'il va pas vouloir aller ramasser un petit chèque À voir. Il a déjà ramassé. Hein. En fait, la Ouais, mais question, il c'est en veut plutôt- toujours plus. Ah, Hein. Chris Paul, il signe pour je sais pas combien quand il est aux Rockets, il n'en a pas besoin. Hein, Ouais, mais forcément. on n'est pas Ouais, sur le ouais. même statut. Non, mais Oui, non, Reggie bien Jackson, sûr, si. mais- La question, c'est est-ce que t'es les Clippers, tu lui donnes, admettons, le minimum, et il y a une autre équipe qui lui donne 10 millions, t'es Reggie Jackson, et une vieille équipe. Tu préfères aller prendre 10 millions dans une vieille Non, équipe mais une ou- tu vois, équipe c'est ça. correcte qui est un peu. Écoute, on verra, toi, On verra. comment vont gérer les Clippers. je crois, 10 J'ai envie de millions. poser une question pour finir sur les Clippers. C'est qu'est-ce qui leur manque aux Clippers? Faut déjà être à 100%, et ça, je te rejoins complètement. J'aimerais quand même voir une campagne de playoff avec la même équipe à 100% au complet. Et ensuite, on pourra juger réellement ce que vaut cette équipe. On a vu de bonnes choses, tu l'as dit. Ils sont enfin trouvé une âme. Donc maintenant, à eux de nous montrer qu'ils sont capables de performer au complet. Maintenant, ça marche pour toutes les équipes NBA. Il va falloir aussi réfléchir à avoir des solutions, des plans B, ce qu'ils ont en fait dans leur effectif. Que Kawhi Leonard n'est pas là, Marcus Morris est capable de prendre plus de tirs parce qu'il a ça en lui. Donc ils ont des trucs comme ils ont des pièces pour suppléer leurs gars, Terrence Mann qui sort du bois et tout. Donc voilà, c'est aux équipes NBA de réfléchir dans le cas où il y a des blessures. Mais je ne bougerai pas beaucoup, moi, à leur place. Bon, écoute, on espère en tout cas que l'année prochaine, les Clippers pourront être au complet et surtout re-signer les bons mecs. Justement, on enchaîne avec des équipes qui, elles, ne sont pas au complet. Et pour cause, on va tout de suite, dans la conférence Est, faire un point sur la série entre les Bucks et les Hawks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Trae Young se fait tacler par un arbitre. Giannis Antetokounmpo se fait une distorsion du genou. Et voilà, Hyper extension. une hyper extension du genou. Et voilà la finale de conférence à l'Est complètement relancée. 2-2, balle au centre. Je sais même pas par quoi attaquer. Ouais. Avantage à qui? Est-ce que cette série finalement est plus ouverte que jamais? Bah, là, pour le coup, les deux stars blessés de chaque côté, donc on va dire ça rééquilibre les choses. Maintenant, moi, je donne un petit avantage aux Hawks. Ils ont plus de profondeur de banc, je les sens bien en ce moment collectivement. Après, est-ce que les Bucks vont réussir à s'adapter? Ils ont aussi Jrue Holiday peut-être step up parce que pour l'instant, il fait des playoffs niveau, en tout cas, adresse un peu moyenne. Ouais. Après, tout reste ouvert. Là, pour le coup, pour moi, ça reste un peu du 50-50, même si légère avance pour les Hawks. À voir. Ce qui est fou, c'est qu'avec les stars, on s'est rendu compte que c'était plutôt ouvert. Malgré la branlée du Game 2, ce qu'on a vu du match 3, vu comment était parti le match 4, même sans Trae Young. Match 3 où Middleton fait 20 points dans le quatrième quart-temps. Extraordinaire, mais- C'est Michael Jordan. Ah ouais, et heureusement, parce que sinon, ils allaient se le perdre. Hein. Donc, malgré les blessures, c'était plutôt ouvert, plus ouvert en tout cas que ce qu'on imaginait, ça c'est clair. Maintenant, on est obligé de faire un focus sur les blessures, on est obligé de parler de ces foutues blessures qui faussent la donne pour les équipes. C'est un facteur comme un autre. Il y a l'adresse, il y a l'âme d'une équipe, il y a la défense, il y a le coaching, et puis il y a les blessures. Tu vois, quand tu pondères comme au bac, et ben, tout compte autant. Et voilà, ça nous embête et on a C'est eu un très gros très coef, très les très peur. blessures. Pardon? Gros coef. Ah, gros coef. Épreuve de 4 heures. Ouais. Épreuve de 4 heures, coef 9, hein, relou, être à 100%. Mais, et quand on a vu le genou de Yanis, putain, on s'est dit, c'est pas possible de voir les meilleurs joueurs se péter. On a pensé au croisé, on a pensé au pire, on l'a vu vraiment souffrir et tout. Je me suis dit, putain, mais nous, on a envie de voir les meilleurs joueurs, enfin les joueurs en général être à 100% et qui se démerdent sur le basket. Comme ça, on peut les tailler derrière. On peut dire qui est le meilleur, qui est le truc. Mais quand ils sont blessés, ça fausse tellement les avis et la perception qu'on a des matchs que c'est difficile. Alors pour Yanis, ce n'est pas les croisés, tant mieux. Ouais. Il n'empêche qu'il y a quand même une énorme incertitude, Ça sent pas bon. même pas de le revoir dans cette série, mais éventuellement de ne pas le revoir de la saison. C'est ça. Donc ça, c'est quand même un énorme trou pour les Bucks. Du côté des Hawks, Trae Young il s'est tordu la cheville sur un pas de recul où il a marché sur la pompe de l'arbitre. Lui est game time decision. Toujours moins chiant les chevilles que les. On imagine, oui, mais quand je vois la torsion de Trae Young, quand je vois le genou de Yannis, je me dis que Trae Young a des chances de le revoir Ouais, dans c'est cette pour série. ça. On est d'accord là-dessus. Ah bah clairement, j'espère qu'il va revenir. Il mais n'empêche plus que pour l'instant, donc sans les stars, en tout cas Yanis qui a raté quasiment toute la deuxième mi-temps du match 4, ça permet à d'autres de sortir du bois. Et sur le match 4, on a vu un Lou Williams. Loons, première titularisation en playoff de sa carrière.
Et gros, C'est pas incroyable cette stat? et on sait que Lou Williams, c'est un scoreur, on sait que Lou Bah, Williams... moi, je t'ai appelé le lendemain, je t'ai dit vraiment Lou Williams, incroyable. Non, il est- Ce qu'il a bah, fait à la main dans la gestion, on le 7 connaît, sur 9 au tir, on sait qu'il est clair. capable de mettre des tirs, mais là, t'as raison, un meneur d'Euroleague. on le connaît pas dans ce rôle-là en plus. On Moi, l'a vu, j'étais au surpris en Clippers, regardant. parfois on l'a vu. Au Clippers, à un moment, il était à 20 et 10 Oh, sur des moments. Il joue Je sais, 35 je sais. minutes, il shoot Non, 9 mais fois, Louis tu as James. raison, Il tu as rate raison. 2 tirs. Il est Il fantastique. a joué un match parfait. Métronome. Il gérait le tempo quand il fallait shooter, il shootait. Franchement, il a fait une masterclass à la main. Prend que Bravo, tir. bravo à lui. Ouais, mais c'est vrai que. Mais c'est aussi ça la beauté de cette équipe des Hawks. Et quand tu parlais de profondeur, là, t'as raison. On l'a dit contre les Knicks, ils ont une équipe qui est plus talentueuse. On l'a dit limite contre Philadelphie, alors qu'ils n'ont pas le meilleur joueur de la série. Ils ont quand même de la profondeur en termes de talent. Bah, ça se vérifie encore. Le Williams qui a été bon parfois, qu'on n'a pas vu à d'autres moments, bah, là, tu le mets dans le 5 à la place de Trae Young. Parce que Yanis est le meilleur joueur de la série, il n'y a pas de souci, mais sauf que c'est pas un meneur de jeu. Donc moi je me dis toujours, un ailier, ça se remplace, je mets les guillemets évidemment. Oui, je vois ce que tu Voilà, veux quand dire. c'est ton meneur de jeu, Ouais. sur qui tu bases quand même vachement 1 et 5, ton truc, toujours ouais, pareil. tu perds ton meneur de jeu, pour moi l'équipe elle est capoute. Ou alors tu as un autre mec qui est capable de prendre le même rôle. Bah apparemment ils ont un gars qui est capable. Ça c'est une surprise. Il y a Lou Williams qui est sorti du bois, et puis il y a Cam Reddish qui est sorti aussi du Ouais. bois. On a un tableau d'ailleurs sur, la profondeur et le talent de cette équipe des Hawks. On se répète chaque semaine, mais c'est quand même toujours assez incroyable. Donc là, vous voyez tous les talents. Donc 6 joueurs à plus de 10 points lors du Game 4. Williams 21, Bogdanovic qui lui aussi était un petit peu diminué 20 points, Kevin Huerter, Clint Capella 15 points, Cam Reddish 12 points, Danilo Gallinari. Et je voudrais faire un focus un petit peu sur Cam Reddish, parce que Cam Reddish, lui, il a été beaucoup blessé sur la deuxième partie bah, de saison. ouais, grave. Ils ont changé de coach entre-temps. Bah grave. Donc Nate McMillan disait oui, j'ai lancé Cam Reddish, je l'avais coaché que 2 ou 3 fois, je savais pas trop, je le connaissais pas trop. Non, mais c'est- Non mais l'histoire est incroyable. Ouais, c'est fou. L'histoire est incroyable. Et pareil, Il en manque regardez, du on Hunter. regardait le match hier, Tom Gallinari, qu'est-ce qu'il fait kiffer? Il ne court plus, il ne dribble On plus, dirait il il a se retourne. 40 ans, mais... Il a 40 ans, gros. Hein. Ouais. L'âge de Nico, on rappelle. Hein. Il se retourne, que ce soit en post-up à 3 points, il est là, sans tirer Il avec est les jambes. vaillant. Il régale. Ouais, il est vaillant, il met du bois, Ah, il est là. il régale. Là, c'est une équipe qui nous enthousiasme, hein. Franchement. Ils sont à 2-2 en finale de conf, avec une vraie chance d'y aller en finale. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, Si vous vous rappelez en prévue de début d'année, je vous avais dit attention aux Hawks, ils ont une force Champion, de t'avais frappe. Non, je sais pas. J'avais dit je les vois vraiment bien parce que je trouvais qu'ils avaient une profondeur de banc et j'avais énuméré leur roster. c'est d'ailleurs. vrai. C'est vrai. On parle pas. Je me rappelle. Oh, l'enfer. Et donc voilà, là ça se confirme. Ils ont du talent à tous les postes et ça peut tomber de partout. On a beaucoup parlé des Hawks, on va quand même parler des Bucks aussi, parce que les Bucks, mine de rien, il va falloir qu'ils s'adaptent à l'absence de Yanis. Et on a vu que pendant le match, quand Yanis s'est blessé, derrière, ça a été très compliqué. On a un tableau pour voir les 7 minutes qu'ils ont joué, qui ont suivi. Ils ont pris un 25-10 dans la tête. Alors on sait que cette théorie que quand... Dis-moi ma théorie, on quand sait, même. non, mais moi, elle marche pas. Des fois, c'est ou l'un ou l'autre. Gros, tu m'as jamais sorti sur un ces contre-argument. playoffs, mais sur ces playoffs-là, c'est vrai que chaque fois qu'une star se blessait, son équipe a coulé. Toi, Tom, tu as connu des matchs où ta star ou un ricain s'est blessé et derrière l'équipe, on fait le taf? Bah forcément, quand la star se blesse, tous les joueurs autour veulent montrer que finalement ça ne tourne pas que autour de ce joueur. Donc ils veulent prouver qu'eux aussi ils ont des qualités et qu'ils peuvent apporter à l'équipe. C'est ce qu'ont fait les Hawks cette nuit. Et on est toujours un peu plus motivé. On veut dire, OK, par exemple, je pense que les Hawks se sont dit, OK, il n'y a pas que Trae Young dans l'équipe. Nous aussi, on est capable de jouer les Bucks les yeux dans les yeux, de montrer qu'on a le niveau. C'est pas que Trae Young, c'est toute une équipe, un collectif, un staff. C'est pas ma théorie. Moi, ma théorie, c'est celle-ci, écoute. Et elle se vérifie C'est deux pendant fois. le match. Quand pendant le match. ta star se blesse dans le match, Mais c'est psychologiquement, oui, derrière. tu perds. Oui. Trae Young, match 3. Certes, le banc est bon, ils sont à +7. Ils perdent le match. Match 4, Yanis. Réaction. Ah non, pardon. Non, Yanis se pète dans le match 4. Derrière, les Bucks se font ouvrir. En revanche, ma théorie, c'est tu perds le match, mais dans le match d'après, ça peut donner un supplément d'âme. Je le mets vachement en contradiction Oui, quand ton complètement. équipe prend un carton rouge dans le foot. Oui, oui. En général, quand tu prends un rouge, t'es à 10, je sais pas, il y a un truc de lion. On se serre les coudes. Ouais, tu sais, t'es là, t'es vaillant et tout. Dans le basket, et c'est. Franchement, je l'ai vérifié. En NBA, ça se vérifie pratiquement à chaque fois. Moi, dans ma vie, ça s'est toujours vérifié quand il y a un de tes gars qui se blesse. En fait, je sais pas, c'est chelou, tu vois. T'as du mal à. Ton game plan, déjà, il change complètement. Et puis, t'as du mal à te sublimer. T'es un peu la tête. Donc, c'est ça ma question, moi. C'est est-ce que t'as des souvenirs en match où il y a un mec qui se pète et en fait, collectivement, en fait, tout le monde s'écroule? Je dis pas que Non. les gens se mettent à chialer, mais en tout cas, t'es en. Tu sais, Moi, je suis pas le d'accord constat, avec c'est que tu ça. perds. Hein. Enfin, moi, je trouve que justement, quand il y a un gars qui se pète, tu dis, ah, limite. pendant le match ou ouais, l'après, même c'est pendant ça le match, tu dis, ok, je vais prendre les choses en main, on va tous step up un peu notre niveau parce qu'on a besoin de la Ça, star c'est ce que tu n'est vas plus dire. là. En moi, tout je parle cas- des faits. en moi. tout cas, Moi, c'est ce dans que les je faits. ressentirais en tout cas. Oui, Enfin, mais- Non, peut-être- on imagine que Middleton et Drew Holiday, ils ont ressenti ça. Il n'empêche que ça ne s'est pas du tout traduit dans les faits et que mine de rien, les Bucks
marquent 88 points sur ce match-là. C'est le troisième plus petit total de leur play-off. Et c'est vrai que ça nous interloque un peu. Par contre, c'est vrai, et là, ça va être très intéressant, c'est pour ça qu'on adore la NBA, c'est la réaction. Comment ça va se passer? Et d'ailleurs, PJ Tucker a une déclaration par rapport à ça. Il va falloir quelque part que des mecs prennent d'autres rôles. C'est une opportunité pour un autre gars de se montrer. On est en finale de conf, il n'y a pas d'excuse. Bon, on espère qu'un Antetokounmpo ne peut en cacher un autre, mais on espère que c'est pas son frère quand même qui va prendre ce rôle. Enfin, surtout on espère pour les Bucks. Mais ça va être intéressant aussi de voir quand même, parce que Middleton passe un peu au travers. Jrue Holiday passe au travers. 6 sur 17, les deux chacun sur de l'adresse. Et sans Giannis Antetokounmpo, cette année, ce qui est intéressant, c'est que le bilan est moins bon, mais il n'y a pas un énorme différentiel. Par contre, ils défendent mieux sans Giannis, Incroyable, au global. Bizarre. Ça, c'est chelou, ça. Ça, c'est chelou. Après, ça reste que des chiffres. Voilà. Moi, j'aime bien aller un peu plus loin, voir un peu plus loin, mais en tout cas, les chiffres, les chiffres sont là. Il y a une vraie différence. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les regards vont être focus sur deux hommes. C'est Jrue Holiday, qui, comme tu disais, dans l'adresse, c'est pas ouf, et Chris Middleton. Ils sont deux, ils ont le talent pour faire gagner leur équipe. Et moi, je pense qu'ils vont performer. Je pense aussi à Brook Lopez qui devrait avoir un peu plus de tirs. Et sans Giannis, moi, je le mettrais un peu plus proche du cercle, mais bon, ça ne regarde que moi. Mais ils ont les armes, ils ont du talent autour. Alors oui, peut-être ça va pas venir du banc. Hein. Bryn Forbes va pas mettre 28. Même si parfois il est capable. Connaughton ne va pas mettre 28, même si on ne sait jamais. Moi, je pense que quand même, c'est au leader de prendre 5 tirs chacun en plus et d'être un tout petit peu plus leader. Voilà, les responsabilités, elles s'éclatent comme ça. Voilà, tu remplaces pas Giannis par des mecs du banc. Non, mais là, tu as tout dit. C'est à Holiday et Middleton de prendre les choses en main. Et c'est comme ça que tu écris ta légende et à eux de montrer qu'ils sont capables de les emmener en finale sans Giannis. Quelle désillusion pour eux. Hein. Pour moi, ils avaient le boulevard pour être champions, hein. Presque. Enfin, J'ai vu les Suns. Ouais. Mais là, avec cette blessure, tu prends un coup. Je pense que la nuit, là, tu vas pas dormir après. Mais pour toute l'équipe. Hein. On rappelle. Pour le coach on ne sait toujours pas. Il y a toujours une vraie réelle incertitude sur le fait que Giannis Antetokounmpo puisse revenir dans ses playoffs. On ne sait vraiment pas. C'est compliqué. Du coup, messieurs, on se fait un petit prono pour la suite de cette série. Hawks ou Bucks? Moi, je pense que Trae Young va revenir. Hawks. Donc Hawks gagne. Avec le retour de Trae Young. Moi, je pense aussi que Trae Young va revenir et que les Hawks vont gagner pour le talent, pour la profondeur. Donc du coup, c'est le moment de parier pour les Bucks. Vu qu'on est tous possible pour les Hawks dans le match 5. Ce qui est terrible, hein, quand même, dans ces playoffs, plus que jamais, on a l'impression que les blessures, la santé, c'est assez terrible. Voilà. Est-ce que c'est pas l'équipe avec la meilleure santé qui va gagner? Mais c'est ce que je dis dans l'édito, c'est que finalement cette année, c'est l'équipe qui sera le moins blessée. Phoenix qui est épargné pour l'instant. Ils ont passé entre les gouttes avec Chris Paul, entre l'épaule et le Covid. Souviens-toi, hein, quand Chris Paul il se pète, ils perdent. Après, Anthony Davis se pète, ils perdent dans le match direct. Bon, ma théorie se vérifie. Dites-nous dans les commentaires, pendant que Madame Irma est en train de nous vendre ses talents, dites-nous si vous voyez les Hawks ou les Bucks passer, sachant que les Bucks, il y a très peu de chances que Giannis revienne dans cette série. On verra si finale il y a. En tout cas, allez, on a fait le tour, c'est le moment de passer au quiz de Tom Ciaravino. Right. It's Lillard. He got the shot. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Aujourd'hui, je suis content parce que je retrouve mon gars. Mon gars, hier, on a roulé sur Erwan et ses coéquipiers. Mais t'as roulé sur qui, surtout sur Erwan. Et je tiens à le dire devant la France entière, c'était un grand match. Mais t'as roulé sur qui? T'as été très bon hier. J'ai quasiment jamais été en opposition avec toi. C'est vrai. Et je vais dire un truc pour les vrais basketteurs qui nous regardent, et je sais que vous êtes tous nombreux. Ouais. La Rookies, donc, il nous fournissait, il mettait des tirs et tout. Tu sais ce qu'il lui disait l'autre? Il disait merci Thomas. Mais où on a vu ça dans un match où tu vois. Non, mais arrête. Merci Thomas. Oui, merci Thomas. Au pire, il a mis 95% des points. Au pire, j'ai acheté des bravo Thomas. Il a été précieux parce qu'il est le rebond off, un petit peu d'avant. Mais gros, quand il y a que des aides et que tu défends sur personne et que. Non, mais gros, faut arrêter. T'as roulé sur personne. Basket, vas-y, passe autre chose. T'as roulé sur personne. J'ai dribblé une fois contre toi et tu m'as plaqué. Tu lui as marqué sur la truffe une fois. C'est vrai qu'il y a eu un plaquage. Il y a eu un plaquage. J'ai plongé pour la balle. Il a pris sur le mollet. Bon. En même temps, quand on joue contre un rugbyman, il faut bien le plaquer. Bon, allez, quiz en 3 parties évidemment pour la dernière. On va commencer par une draft. On parle beaucoup de la draft 2018, hein, vu qu'on voit des gars briller en play-off cette saison. Donc on va faire une petite énumération, chacun à mon tour. C'est Thomas Larocquis qui va commencer. Polo va nous l'afficher. C'est quoi? Cacher évidemment les noms, il faut juste les dire dans l'ordre. Du 1 au 15, au 14. Alors, Tom, commence. C'est à moi? Ouais, vas-y. Ouais. 2018. Ayton. Bien, oui. C'est qui, Erwan? À moi, Begley. Ouais. Luka. Très bien. Non, mais je voulais juste parce que j'ai eu peur. Morant. Non. On est où là? Non. Baf.
C'est pas sûr, bon, c'est pas c'est même pas drap. Bon, ça saute, vas-y. Et les deux, ça saute. C'est, comme il s'appelle, Jared, Jackson. Jared Jackson Ouais. Jr. Très young. Très bien. Je peux revenir, Non, non non, non. Si les autres se retrouvent, peut-être. Tac, mais c'est pas- qui Attends, Orlando. Magic. Mobamba. Oui, Ouais. très bien. Le pote de Polo qui a été transféré justement à Orlando. Le costaud, là. Polo a galéré dans le quiz sur lui. Monsieur, c'est son gars. Attends, comment il s'appelle? Il vient d'être transféré, putain de Duke. Le Léonard, là. Mais non, arrête, toi. Non, mais le. Non, pas Patrick Williams. Oh, Non. je connais que lui. C'est En le poste dernier, numéro, Patrick Williams. numéro 34, un pivot, Un grand. petite taille. Oui. Oh, bon contrôle Vince. shooter. Vince. Vince Vince Numéro Ah un. oui. Le dunker, c'est qui Carter. Ryder Carter. Vas-y, casse-toi, toi. Carter. C'est Wendell Carter. Ouais, c'est Junior. Wendell Wendell Carter. Carter Junior. Junior. Bravo, Mais ça- bravo. Il m'a envoyé Carter. Tu peux revenir en Oui. jeu, Thomas. Tu m'as dit Williams, toi. Non. Ah Tu m'as envoyé Pardon Carter. Vas-y, en plus, on a les facs. On en est au 8e. J'avais oublié son nom. C'est un gars qui arrive à Cleveland. Un meneur. Ah oui. Qui a fait la misère à Kyrie en début de saison. Sexton Sexton. Ouais. Les Knicks du Kentucky, c'est le shooter, là, light skin, comme dirait Chris Paul. Le poste 3, tout à fait. Ah, Rincé, rincé. Ah ouais, ouais, c'était. son nom Allez. m'échappe. Ah ouais, c'est fou. Son, Je l'ai. Je l'ai. son nom m'échappe. Oh, un gars de New York. Ouais, je sais, mais son nom m'échappe. Je l'ai après. Ses initiales, c'est KK. Mais Knox. oui. Kevin Knox. Kevin Tout à fait. Knox. Après, je l'ai, il est en finale NBA. Il Ouais. s'appelle Miles Bridges. Très bien, Michael, par contre. Michael. Allez, le seul Canadien. Shai. Shai, très bien. Oula, les. Clippers de trucs envoyés à Ah, Charlotte. Bridges aussi. Ouais, Ouais, très bien. Miles. 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 Bon, Boston il en College. reste deux. Lui, il est dur, le 13e. Il est dur le 13e. Enfin, il est dur. C'est pas le plus simple, quoi. Merci pour l'aide. Boston College au Il est au Wizards aujourd'hui. Clippers. Il est au Wizards. Ah ouais. Ouais. Waouh. Ouais, tu l'auras pas. Ah C'est ouais. qui C'était Jérôme Robinson. Ah, Ah, ouais, bah, très je dur. l'ai dit tout à l'heure en plus. Ah, Non, aux j'ai- Clippers, ouais. Ah, tu l'as dit Du tout à l'heure. taille. Et le dernier, tu l'as Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Missouri, bah si. Mais si, Missouri, on connaît. Allez. Les initiales. Oui, Michael Porter, Porter très bien. Jr. Bravo, les C'est gars. vrai qu'il était descendu très bas parce Ouais, qu'il avait ouais. le dos en vrac. Belle draft. Belle Vous draft. avez brillé. C'était une petite mise en jambe parce que là, c'est plus compliqué ce que je vais vous demander. Les Suns, évidemment, sont en finale. La dernière fois, c'était en 93. J'aimerais que vous me donniez les rosters des Bulls et des Suns en 93. Très bien. Qui ont joué en finale. Ouais. Ouais, bah, Vous vas-y. commencez, vous dites l'équipe que vous voulez, le joueur que vous voulez. Très bien. Ouais, Tom, vas-y. Allez, à toi, Tom. Au hasard. Jordan. Ouais, c'est marrant ça. Scottie Pippen. Ouais, Ouais. 30. Très Allez, vas-y, on enchaîne. Putain, je suis nul à ça. Johnson. Who the fuck is Johnson? Who the Kevin fuck- Johnson. Oui, Kevin Ah, Johnson. Kevin. Parce que c'est Suns. trop facile oui. d'envoyer des trucs. Ah. Adams, tu sais, c'est vrai. Ah, ok, excusez-moi. Charles Barkley. Mayerley. Magierle. Oui, 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 oui. Il y a qui au bus? L'onglet? Non, je sais pas. Non. Non. Non, J'ai c'est le- des trous de mémoire C'est tout à l'heure, je cherche. le troisième trifit après. BJ Armstrong. Oui, comment il s'appelle encore mon grand? Bill Cartwright. Ils sont là, les oui, petits, très là bien. Richard Dumas. Richard Dumas. Où est-ce que je cherche là? C'était dur hein, de passer des Suns. Paxson. John. Jackson, oui, très bien. Oliver Miller. Oliver Miller. Où est-ce que je cherche? Faut chercher. Incroyable. Peut-être aller chez les. Je suis dans la merde. Oh là là. Allez. Non. Non, t'en as plus. Je sais plus. Right. Il y avait Frank Johnson aussi, il y avait. Frank Frank Johnson, Mais très bien. attends, Ouais. je suis Il y de avait backup. deux Johnson, ouais. Frank Il y avait, Johnson, il y Kevin. avait je sais plus. en backup. Qui vous avez Chambers, pas dit Tom Chambers. Tom Chambers. Tom Chambers, bravo. Tu as survolé. Bravo. Il y avait Ces Gustave, il y avait Mark West aussi. Mark West, Ouais, ouais, Il y avait, Brian Place. après, chez les Bulls, vous avez oublié Horace Grant. Non, Il n'y a pas Ah non, on l'a dit. Will Perdue. Will Perdue, Perdue, vous l'avez ouais. dit. Tiens, Trent bah, grave. Tucker, Darrell Walker et Scott Williams. Ouais. Bon, voilà. Non, bravo, vous avez été plutôt Ouais, bon. Kata. Bon, vous savez que je vous attends là. J'ai pris du plaisir à écrire ce Qui suis-je. Allez, vas-y. Parce que je suis né le 11 juillet 1966. Je fête donc bientôt Ah, mes 55 ans. T'inquiète pas. Dans ma vie, j'ai deux personnalités. L'Américain bien élevé qui prend des nouvelles de sa famille chaque semaine et le joueur de basket arrogant et parfois même égoïste. Faut dire que je suis un jeune talentueux. Je brille dans mon lycée new-yorkais avant de rejoindre la fac de DePaul en 1985.
où je laisserai une trace éternelle, sûrement l'un des meilleurs joueurs qui ait foulé les parquets de la fac de Chicago. Faut dire que je fournis, je reste 3 saisons à l'université. Lors de ma saison 87-88, je tourne à 20 points de moyenne et 8 passes. On joue chaque année le Final Four, mais moi, je n'arrive pas à pallier mes mauvaises habitudes. Souvent en retard, absent des entraînements, ces mauvaises habitudes me suivront durant toute ma carrière NBA. Mais pour qu'elle débute cette carrière, il faut déjà être drafté. En 88, je me présente à la draft, avec en tête de gondole cet intérieur champion NCAA avec Kansas, Danny Manning. Mais je crois en mes chances, et je fais bien puisque lors du 19e choix, c'est bien mon nom qui est appelé sur scène, et pas par la pire des franchises, une franchise de Big Apple. Ma saison rookie n'est pas mauvaise. Je joue 16 minutes par match pour 9 points et 4 passes, mais j'avoue, j'ai du mal à supporter mon coéquipier Mark Jackson, rookie de l'année en titre. Mon comportement n'est pas exempt de tout reproche. D'ailleurs, la presse se pose pas mal de questions sur mon cas. L'année suivante, les tensions... Attends, Richardson McDaniel. Richardson Non Et pas McNair. Derek Carter. ok. Ok, calmez-vous. On tente. L'année suivante, les tensions continuent dans les vestiaires et les résultats de l'équipe, eux, ne s'améliorent pas. Au contraire, je suis l'un des premiers fusibles à sauter et je suis envoyé chez les Spurs, qui cherchaient absolument un joueur sur ce poste-là. What? Je débarque donc à Rod Strickland. Ross Strickland, bravo. La famille Rod, putain. Ross Strickland, bravo. Il arrive Putain, mais oui, aux Spurs au Knicks, milieu des années incroyable. 80. Les Knicks. Faut la voir. Putain, il était backup de Mark Jackson, Ouais, c'est fou. incroyable. Ouais. Voilà, Super c'est joueur. relou quand t'as 2 talents comme ça sur le même poste et tout. Rod Super Strickland. joueur. Bravo. Il- On adore Rod Strickland. On adore. Et lors du Game 7 avec les Spurs, là, contre Portland, il fait une passe aveugle. Vous vous souvenez pas? Passe aveugle dans la touche catastrophique en fin de match. Et après, il fait faute sur Régale Rod. Clyde Drexler. Bref. Super joueur. Incroyable parcours Tout à Bon. fait. et personnage. Bravo. Très bien écrit. Ouais. Merci. Tu l'avais annoncé et je tiens à te le dire. Merci, je suis déçu parce qu'il y avait plein de trucs. C'est dommage qu'ils aient pas tous été écrits comme ça, du coup. Les gars, c'est le dernier First Day Show Ouais. de l'année. Alors, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini Ouais, parce que attends. justement pour les finales on sera là, vous le savez. Je pense qu'on va faire une preview des finales une fois qu'on aura le champion de Ce l'Est. sera mardi Voilà. ou mardi Le champion de prochain, l'Est. je pense. Mardi Et ensuite prochain. pour les finales NBA, on fera comme chaque année, on va regarder les matchs nous de notre côté et dès la fin du match, on sera en live pour débriefer avec vous parce qu'on va pas se mentir, faire une viewing des finales NBA, c'est compliqué ensuite de faire un bon débrief. Et nous, on préfère être sur le débrief, être carré sur le débrief et à donner nos analyses et échanger plutôt que de vivre le match avec vous. Donc on sera là sur tous les matchs des finales NBA et on finira l'année comme ça, même si après il y aura la free agency, la draft, vous inquiétez pas, il y aura plein de choses. Justement, ça reste quand même le dernier First Day Show de l'année. Ah oui. On finit la 5e année. Déjà, je voulais remercier Polo en régie avec Tom et Jérém parce que là, honnêtement, surtout aujourd'hui, incroyable, il y avait un taf fou techniquement et merci à Polo, Tom et Jérém en régie. Merci à tous les gens qui ont fait que le First Day Show cette année a été l'une des années les plus complètes. Toi, Tom, la Rookies, Steph Brun, Kevin Séraphin, évidemment, MIP incroyable de la saison. Simon Astier qui est venu nous voir, Adjo Lala qui est moins venu cette année mais qui était là en début d'année, Tutur évidemment, Théo, au Messer qui est de Rivers. Voilà, tout ça a fait que le First Day Show est cette émission phare de la First Team et ça la rend chaque fois toujours un petit peu plus spéciale. Et bravo, un grand bravo à Tom Chalavino avec des quiz incroyables et en plus maintenant tu sais écrire. Donc Oui, tu vois, j'ai progressé. on Bientôt progresse. je sais lire. Et après, ça Il ira. passe en CE1 apparemment. Et donc rendez-vous jeudi matin tous les deux, 10h, on va faire d'un contre un et puis on va régler ça une bonne fois. À l'amiable. Merci en tout cas à tous, merci à tous ceux qui travaillent sur l'émission de près ou de loin, merci à vous de nous suivre sur le First Day Show, c'est vraiment notre émission à nous qui nous tient à cœur. On se retrouve quand même samedi pour la radio libre, on fera une partie équipe de France où on va se projeter sur le roster et sur les futurs Jeux Olympiques. Voilà, on a toujours plein de choses à vous raconter. On se retrouve samedi 20h30, 22h pour la libre antenne et on aura plein de choses à faire, à voir parce que la saison est loin d'être finie. Ciao l'équipe, merci à vous.